vos recherches? Alors, je ne sais pas si je dois parler de celle-là. Pourriez-vous vous présenter ainsi que votre environnement de recherche? Alors, je suis Solange Rigaud, je suis chargée de recherche au CNRS. Je travaille au laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux, qui est un laboratoire d'études de l'évolution culturelle et biologique de l'homme. Je suis aussi directrice du département sciences archéologiques de l'Université de Bordeaux. Pourriez-vous nous expliquer comment s'est passée cette transition dans les grandes lignes? L'invention de l'élevage et de l'agriculture, c'est l'invention de la domestication. Avec cette invention des technologies agricoles et des technologies de l'élevage, vient la sédentarité. Donc c'est un moment où on change d'économie. Donc on change d'une économie basée sur la chasse et la cueillette pour aller vers une économie de nourriture produite. Et ça implique aussi de changer de mobilité. Et on passe de chasseurs-cueilleurs nomades à des sociétés paysannes et villageoises en partie, mais aussi des sociétés d'éleveurs nomades. C'est pas un changement immédiat et c'est pas une rupture, c'est un apprentissage avec des essais qui se passent sur le temps long. Le foyer d'invention qui nous concerne, c'est le foyer anatolien. Vers 8000 ans, une partie de ces communautés paysannes proche-orientales migrent vers l'Europe où vivent encore des sociétés locales de chasseurs-cueilleurs. Et là, entre 8000 ans et 5000 ans, ces sociétés paysannes se dispersent d'est en ouest du continent européen. C'est un succès dans notre histoire évolutive puisque nous sommes tous des paysans actuellement et nous produisons notre nourriture en Europe. Et on voit des processus à la fois d'échange génétique entre ces communautés proche-orientales et européennes et des processus de mélange culturel. Et progressivement, les sociétés de chasseurs-cueilleurs abandonnent leur économie de chasse et de cueillette pour devenir eux aussi graduellement paysans. Tout ça nécessite à la fois des adaptations de ces techniques agricoles, de ces techniques d'élevage, à la fois d'apprendre à connaître des nouvelles ressources dans l'environnement européen pour ces paysans. C'est le contexte dans lequel je travaille. Pourquoi s'intéresser aux pratiques culturelles? Comment les étudiez-vous? Alors, je m'intéresse aux pratiques culturelles et à une certaine partie des pratiques culturelles parce que, à travers le sujet que j'ai choisi, je peux de manière indirecte m'intéresser à l'histoire des peuplements également. Parce que mon objet d'étude, c'est les objets de parure préhistoriques. Donc, c'est-à-dire la manière dont les corps ont été ornés par le passé. Et donc, les objets de parure ont été utilisés par les individus pour s'identifier en tant qu'individu, mais aussi pour s'identifier en tant qu'appartenance à un groupe. Et c'est ce qu'on fait encore actuellement. En tant qu'individu, vous pouvez vous identifier en fonction de différents statuts que vous pouvez avoir dans la société. Et ça sert vraiment à transmettre plein d'informations sur votre âge, votre statut social, si vous êtes un artisan spécialiste dans la société, etc. Ces référents symboliques sont partagés par des individus qui ont les mêmes, qui appartiennent et qui partagent des traits culturels avec vous. Donc en étudiant les objets de parure à très large échelle, je peux identifier les groupes culturels des sociétés par le passé en cartographiant la diversité des objets de parure qui ont été utilisés, mais de manière différente, d'une région à l'autre, à un instant T. Et le lien avec les processus de peuplement, c'est que quand vous vous déplacez, quand vous voyagez, quand vous migrez, vous portez vos parures avec vous. Et donc, en traçant la dispersion de ces objets de parure et la propagation de certains objets, je peux voir les déplacements des groupes. Mais pas que, parce que vous pouvez aussi échanger des objets. Donc, ma recherche consiste à savoir qu'est-ce qui est le reflet d'un vrai mouvement de population et qu'est-ce qui est le reflet d'échanges et de contacts culturels sans grand déplacement. Pourriez-vous nous expliquer votre approche de l'archéologie ? Et donc mon travail, comme tout archéologue, commence sur le terrain. Donc je contribue à des fouilles archéologiques. Et ces fouilles archéologiques sont importantes parce que ça nous donne tout le contexte de découverte du matériel archéologique. Ça, c'est le travail de terrain. Et puis après, tout ce matériel est ramené en laboratoire. Et là, je procède à des analyses de laboratoire. Et en ce qui concerne les objets de parure, qui, au cours de la préhistoire, sont faits justement en coquillages, en dents de mammifères, en matière dure minérale, en pierre. Moi, ce qui m'intéresse, les premières données qui m'intéressent, c'est comment ces objets sont fabriqués et comment ces objets sont utilisés.
Donc d'abord, comment ils sont fabriqués, c'est justement reconnaître le choix du matériau pour faire ces objets, parce que si des objets après sont échangés ou circulent, c'est parce que je sais d'où vient le coquillage, que je peux dire, ce coquillage que l'on trouve en Bavière, en Allemagne, ce coquillage vient de Méditerranée. Donc déjà, juste d'identifier le matériau, c'est un indice. Et après, je vais regarder, voilà, ce coquillage a été, comment a-t-il été perforé, comment a-t-il été suspendu. Et ça, c'est avec des techniques de microscopie. Qui me permettent, voilà, à très haute résolution, de reconnaître voilà, toutes les traces qu'il y a sur l'objet et qui attestent de la manière dont il a été fabriqué, s'il a été utilisé et s'il a été utilisé, est-ce qu'il a été utilisé longtemps. Mais à côté de ça, je collecte aussi toutes les données qui sont publiées dans la littérature par d'autres collègues. Et ces données me permettent de faire des bases de données de très large échelle, de très grande emprise géographique et chronologique. Et donc, avec des outils d'analyse de cartographie, d'analyse statistique, je peux voir justement quel type d'association d'objets de parure était présent à un instant T dans une région et comment ces associations de parure diffèrent de la région d'à côté. Et c'est ça qui me permet de faire la cartographie des géographies culturelles et de voir comment cette géographie culturelle a changé au cours du temps. Pourquoi? Est-ce que des frontières culturelles ont existé? Est-ce qu'elles ont duré dans le temps? Est-ce qu'à certains moments elles ont disparu? Est-ce que d'autres sont apparues dans d'autres régions, etc. Notre recherche avec certains de mes collègues consiste à aller solliciter des collègues des autres disciplines, à la fois des sciences dures, on va dire, et à la fois des sciences humaines, pour justement être capable de construire à la fois un concept et un cadre théorique à nos questionnements, et aussi un cadre méthodologique. En général, on va puiser de la méthode dans les sciences dures et on va puiser de la théorie du concept dans les sciences humaines. Mais il y a quelque chose que les archéologues évitent de faire, même si les sciences humaines contemporaines sont très inspirantes pour construire notre cadre théorique, on tombe très vite dans le piège de l'actualisme, c'est-à-dire de projeter notre image moderne, de notre manière de voir le monde sur les sociétés du passé que nous sommes en train d'étudier, alors que bien évidemment, il y a un champ des possibles qui nous échappe totalement. Quels points communs et différences avez-vous pu observer entre les sociétés nomades et les premières sociétés agricoles ? Ça, c'est assez rigolo. Donc, avec l'agriculture et avec la domestication des plantes, viennent les outils de broyage. C'est-à-dire, une fois que vous avez des graminées, du blé, des choses comme ça, en fait, vous faites de la farine. Et donc, pour faire de la farine, il faut faire du broyage et beaucoup d'abrasion et de choses comme ça. Et en fait, cette technologie de l'abrasion, du broyage, on la trouve transférée à la production d'objets de parure. Parce qu'avec l'arrivée des sociétés agricoles, apparaissent beaucoup plus d'objets de parure entièrement façonnés. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus la forme du coquillage, on ne reconnaît plus la forme naturelle d'un os ou quoi que ce soit. C'est vraiment des objets transformés en petits disques, en petites sphères, en forme de petits tonneaux, en tubes cylindriques, tout matériau confondu. Et alors qu'au cours de la préhistoire, ces objets façonnés ont existé en os et en ivoire, mais ils restent accompagnés d'énormément d'objets dont la forme naturelle est conservée, comme des coquillages simplement perforés, des dents de mammifères simplement suspendues avec un lien. Ça, les chasseurs-cueilleurs utilisent ces matériaux très peu transformés, accompagnés un peu d'objets façonnés sur os ou sur ivoire, mais beaucoup moins. Et aussi quelque chose qui change, c'est le choix des couleurs. Couleurs, mais totalement absente tout au long du Paléolithique, c'est-à-dire toute la période qui précède l'arrivée des premiers agriculteurs, c'est le vert. Et avec l'arrivée de ces premiers agriculteurs, les parures en roche verte commencent à devenir très très fréquentes, voire dans certaines parures particulières très prépondérantes. Et il y a une chercheuse qui a fait le lien entre l'agriculture, c'est la germination, qui est quelque chose qui nécessite d'être maîtrisé à un moment donné quand on est agriculteur, et bien sûr la germination c'est vert. Et donc elle met une symbolique en lien direct avec l'apprentissage de l'agriculture et l'intégration de la couleur verte dans les parures. Et ça c'est quelque chose qui reste après et qui ne disparaît pas pendant plusieurs milliers d'années, alors que c'était pas connu pendant 40 000 ans d'histoire de la parure. Quelle a été la plus grande surprise que vous ayez eue au cours de vos recherches ? Alors, je ne sais pas si je dois parler de celle-là. Alors bon, un papier que j'ai publié qui a eu énormément de retombées pour le grand public, on va dire, et qui a même fait une couverture de Flic Glacial et dont on a parlé dans Charlie Hebdo, c'est une grande fierté. J'ai publié un petit pendentif qui a été découvert sur un site en Mongolie, et le fait est que ce petit pendentif a la forme d'un phallus. Il est daté à 47 000 ans, et au-delà du fait que c'est très drôle et que cette étude
étude nous a beaucoup fait rire. C'est en fait très, très important parce que ça tombe à une période qui correspond à la dispersion des premiers Homo sapiens hors d'Afrique et puis qui arrivent et qui se dispersent en Eurasie. Et cette dispersion des Homo sapiens s'est faite en plusieurs vagues. Certaines vagues, les premières vagues n'ont pas laissé de dépendance en Europe et les vagues suivantes, ben voilà, ont interagi aussi avec les Néandertaliens et puis on garde cette signature de mélange génétique entre les Néandertaliens, les Européens et aussi avec les Denisoviens, qui est une nouvelle, une espèce d'hominine qui a été plus récemment découverte, notamment en Altaï. Et ces Denisoviens qui se sont mélangés avec les Homo sapiens sapiens, si vous voulez, on en retrouve aussi une trace génétique dans toute l'Asie, l'Asie de l'Est, l'Asie centrale, etc. Donc si vous voulez, en Europe de l'Ouest, on est plutôt mélangé avec les Néandertaliens, et puis plus vers l'Est, ils sont mélangés à la fois avec les Néandertaliens et les Denisoviens. Et tout ça a donné certains avantages évolutifs, etc. Bon, en Mongolie, c'est une zone où se sont côtoyés les trois hominines. Les Denisoviens, les Néandertaliens, les Homo sapiens, à peu près à cette période de 47 000 ans. Et on sait que ces gens se sont mélangés, puisqu'il y a une descendance dont on a la trace génétique encore dans les sociétés modernes. Et cette représentation phallique est la plus ancienne dans le corpus archéologique. Après ces périodes-là, on commence à voir à la fois il y a des représentations clairement féminines, des vulves qui ont à peu près la même période, mais là on a le premier phallus. Et voilà, et ça arrive à un moment où on sait qu'il y a une histoire de peuplement très complexe et où des gens qui n'avaient pas forcément exactement le même aspect physique non plus, se sont rencontrés, se sont mélangés et ont interagi, et apparaît cette symbolique liée au sexe biologique. On fait une théorie que ce sont ces rencontres qui ont permis la création et l'apparition de nouveaux symboles et pour matérialiser le sexe biologique, qui matérialise un peu toutes ces rencontres et ces mélanges qui ont pu avoir lieu et qui ont donné des descendances. Donc voilà, c'était l'objet de la découverte, qui a laissé lieu à toutes sortes de blagues, mais il y avait une réalité scientifique derrière. Ben, avec plaisir.